Qui dit mémoire coloniale pense en général à la France ou au Royaume-Uni. Cela se comprend vu l'importance de leurs possessions. Mais ce soir, Arte soulève d'autres coins du voile et s'intéresse à deux autres cas, celui des Belges et celui, tout à fait méconnu, des Allemands. Il aura fallu un siècle pour qu'enfin lumière soit faite sur un des chapitres les plus brutaux de l'histoire coloniale. Au prétexte de la lutte contre la traite des esclaves, le souverain belge Léopold II s'appropria un vaste territoire dont il pilla les ressources, exploita les habitants, n'hésitant pas pour cela à avoir recours aux pires atrocités. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le savait. La Prusse, en la personne de son grand électeur Frédéric Guillaume, s'adonna avec succès au trafic négrier. D'une efficacité redoutable, le souverain monta de pied en cap une flotte dont le trafic entre l'Afrique et les Caraïbes fut au XVIIe siècle des plus lucratifs. Léopold II, qui aimait à se dire philanthrope, fut un colonisateur brutal. Tout de suite, le film du procès qui n'a jamais eu lieu. À la fin du XIXe siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessein sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du XIXe siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa mainmise sur le Congo, plus les preuves accablantes s'accumulent contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre 2 piquets, des organes génitaux. Fait étonnant pour l'époque, certaines voix s'élèvent pour exiger que le roi Léopold soit condamné à la pendaison par le tribunal international de La Haye, qui vient de voir le jour.
Si les affaires internationales pouvaient être poursuivies au pénal, on disposerait d'une véritable loi contre ce souverain, qui s'est emparé non pas d'un pactole quelconque, mais de tout un empire par des moyens fallacieux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée, afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold II et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Les témoignages des richesses accumulées par Léopold se retrouvent partout à Bruxelles et dans des proportions monumentales. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, Léopold II fait construire le parc du cinquantenaire, devenu une des icônes de l'identité nationale belge. Le parc du cinquantenaire est un symbole très puissant de la Belgique, de sa fierté. Le roi l'a financé avec son propre argent, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, car cela aurait été une preuve qu'il était très riche. On aurait fini par lui poser des questions sur la provenance de cet argent, et il aurait été contraint d'admettre qu'il provenait du Congo. Le cinquantenaire symbolise donc ce mensonge sur la Belgique et l'implication royale dans la politique et l'exploitation coloniale. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Le musée royal d'Afrique centrale est également construit par Léopold II et financé avec les richesses tirées du Congo. On y découvre l'Afrique vue par Léopold. Le musée est avant tout conçu comme un hommage. Hommage au roi qui offre à la Belgique une colonie. Hommage aux pionniers morts en réalisant les désirs du roi. Sur une plaque, la conquête blanche est mythifiée en mission de bienfaisance. La Belgique apporte la civilisation au Congo. On m'accuse d'avoir fait fusiller un indigène, ligoté à un arbre. Je suis également accusé d'avoir mené une attaque contre un village, au cours de laquelle beaucoup de Noirs ont été tués. On m'accuse d'ailleurs, ainsi que 5 autres Blancs, d'avoir tué 150 personnes, d'avoir pendu en forme de croix des femmes et des enfants, ainsi que d'avoir coupé les organes génitaux et les têtes d'hommes pour les attacher aux palissades. Il ne fait aucun doute que des faits absolument inacceptables et même scandaleux se sont produits dans l'État indépendant du Congo, sous le règne de Léopold II. Il faut toutefois replacer la situation de l'époque dans son ensemble. Aucune des nations colonialistes n'était tendre. Aucune d'elles n'avait une approche humaine. Il suffit de voir ce que les Britanniques, les Français, les Hollandais qui ont inventé l'esclavage et les Allemands ont fait. Ce n'est pas une période dont nous pouvons être fiers, mais il faut la replacer dans son contexte historique. Le Congo de Léopold II est un État-prison. Les Africains sont privés de droits, de justice, de liberté. Ils sont exploités pour assouvir la cupidité d'un roi.
La fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit d'amasser des richesses. À des milliers de kilomètres de la souffrance, un roi exulte en comptant son or. Léopold tient le Congo un quart de siècle sous sa coupe. Un an avant sa mort, le territoire est transféré à l'État belge qui, très reconnaissant, le tient sous son contrôle jusqu'en 1960. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi. Le roi ne jouit plus d'une place d'honneur. Le Congo acquiert son indépendance. Léopoldville porte désormais le nom de Kinshasa et Léopold II se retrouve à la ferraille. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La destruction des symboles ne suffit cependant pas pour effacer plusieurs générations d'occupation étrangère. On a Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a ça la Guinée. C'était un Belge à coloniser Bissau. Donc Bissau naïe tout ça à Likambo. Bon, azano qu'on a Bissau, il y a des motos à l'équipe colonisation, na Bissau des motos à l'équipe civilisation et alliés. Léopold écrit un jour: un peuple qui se contente de sa patrie et qui craint l'ombre d'un conflit n'a pas les qualités d'une race supérieure. Un officier belge chargé de capturer un chef est parti avec 50 à 60 hommes. En fouillant les cases pour les piller, les hommes découvrent une mère et sa fille qui n'ont pas eu le temps de fuir. Elles sont amenées à l'officier qui leur demande où se cache le chef. Les femmes l'ignorant ou ne voulant pas trahir, l'officier ordonne de les attacher au sol. Et un soldat loyal administre 50 coups de chicotte à chacune d'elles. La flagellation continue et chacune reçoit 200 coups de fouet. Elles sont abandonnées là, agonisantes, après qu'on leur a coupé les seins. À Bruxelles, les statues de Léopold II n'ont pas été déboulonnées. Ce roi n'a jamais perdu sa place au sein de la dynastie royale belge. L'arbre généalogique de Léopold II est prestigieux. Son père, Léopold Ier, est l'oncle de la reine Victoria. Sa mère, Louise-Marie d'Orléans, la fille aînée de Louis-Philippe, roi de France. Son père consacre très peu de temps au jeune prince qu'il décrit comme un petit tyran. Sa mère fait remarquer de façon peu aimable, son énorme nez le défigure et le fait ressembler à un oiseau. Je crois que sa mère était insipide, ce qui explique beaucoup de choses sur le caractère de Léopold. Il manquait d'amour et d'affection, et il compensait ce manque en prétendant qu'il se fichait de l'affection. Impopulaire à la fin de sa vie, il disait que la popularité ne l'intéressait pas. C'était bien sûr une façon de dire « je suis profondément triste de ne pas être populaire ». Le mariage arrangé de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche, alors âgée de 16 ans, est un désastre. Une femme de la haute société définit le couple en ces termes: un garçon d'étable avec une nonne. La nonne étant Léopold. Le couple s'informe sur les choses sexuelles lors d'une visite chez leur tante Victoria et leur oncle Albert à Londres. Ils auront 3 filles. Leur seul fils décède à l'âge de 10 ans.